Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche pour partager avec vous notre passion des cryptos. Donc blockchain, bitcoin, métaverse, finance décentralisée, métaverse, NFT, ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Chaque semaine, nous allons passer en revue tout ce qui se passe sur le marché des cryptos et leurs applications. Aujourd'hui, nous recevrons Julien Enrodias, président et fondateur de Descoin, une plateforme d'achat de crypto-monnaies 100% française. Julien, pour commencer, moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est quel est ton parcours ? Quand et pourquoi tu t'es pris de passion pour cet univers des cryptos ? Quel a été le déclic de tout ça ? Alors le parcours il est assez atypique, hein. On était en école de commerce avec Owen Simonin, du coup plus connu sous le nom de Hasher, et tout simplement au lieu de réviser des partiels, on est tombé petit à petit sur quelques articles. Owen en a parlé, très vendeur. Je m'y suis intéressé et on est partis tous les deux aux États-Unis pour continuer nos études. Et en fait en revenant des États-Unis, il y avait une idée qui était, on va dire, pop-up de la tête de Owen, qui était le lancement justement de Just Mining. Et l'idée, c'était justement de rassembler un peu toutes les têtes bien pensantes à l'époque qu'il connaissait. On s'est tous retrouvés dans une petite cave à Florange, des barreaux, un mur orange, des briques. Et pendant 2-3 bonnes années, on va dire qu'on a un peu cravaché sur l'écosystème des crypto-monnaies. À l'époque, c'était sur les Bob, du coup, avec Thibaut, Laurent Gradiani et Owen Simonin. Et en fait, je suis tombé dessus petit à petit par un engouement, on va dire, de la passion d'entreprendre. Et l'idée, c'était vraiment aussi d'arriver sur un écosystème qui était tout nouveau. Et c'est vraiment ça qui m'a passionné, il y avait tout à construire. C'est le mythe de l'entreprise créée dans un garage que tu es en train de nous raconter. Là. Exactement, mais c'était vraiment ça. Je pense qu'on a des photos encore, c'était génial. Et c'était vraiment, on était très focalisés sur ce qu'on faisait. On avait déjà la tête sur les épaules à l'époque, malgré, on va dire, notre jeune âge. Mais c'était aussi surtout un écosystème qui était passionnant. Et est-ce que justement, à propos de cet écosystème passionnant, tu avais pressenti que cet univers, cet écosystème allait changer le monde ? Alors, sur beaucoup de points, mais je pense qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir aujourd'hui. Mais on voyait déjà Alors, on va dire qu'il y a quelques années, on était surtout sur l'aspect financier. On va révolutionner les banques, on va faire des échanges plus rapides. Là, on se rend compte qu'il y a d'autres cas d'usage avec des NFT ou avec comment est-ce qu'on redonne de la propriété. Mais on va dire, de mon recul à l'époque, je me rendais plutôt compte que c'était le monde financier qui allait changer plutôt que cette propriété ou même d'autres industries, le monde médical ou... Voilà. Bon, les NFT, pour nos éditeurs, c'est ce qu'on appelle les tokens non fongibles. C'est aujourd'hui principalement connu comme étant des supports pour l'art numérique, en fait. Hein. Tout à fait. Ouais, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai commencé avec Julien et ce que tu disais est assez juste, c'est que on est dans un environnement où il y avait tout à construire et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené un petit peu à se séparer puisque au début, on était sur des sociétés similaires, on était tous les deux sur Just Mining et puis progressivement, on était confrontés à des problématiques et quand on voulait les résoudre, en fait, on trouvait pas la bonne solution en face et puis à ce moment-là, il y a deux solutions, soit on trouve une autre direction, soit on se dit cette solution on va la faire nous en fait tout simplement et de là est né Descoin du coup plateforme que Julien du coup a cofondé et qui dirige aujourd'hui. Donc aujourd'hui à travers Descoin tu accompagnes des particuliers, des entreprises qui veulent acheter leur premier Bitcoin. Comment ça se passe au quotidien? C'est quoi les questions qu'on te pose régulièrement? Comment tu fais cet accompagnement là? Ouais, non, bien sûr. Alors, je pense qu'en fait, l'essence même, c'est qu'on a un engouement qui est en pleine croissance en ce moment. Et je pense que cet engouement-là, il n'est pas forcément lié intrinsèquement à la crypto-monnaie, dans un premier temps. Il y a plusieurs raisons. Mais les premières raisons, c'est, je pense, le contexte, le Covid, qui a fait qu'aussi les personnes ont beaucoup plus de temps pour se renseigner, donc beaucoup plus de temps potentiellement à investir. C'est des personnes qui thésaurisent de plus en plus, parce que forcément, moins d'activité. Et donc, forcément, c'est des personnes qui commençaient à se poser peut-être plus de questions qu'avant sur qu'est-ce que je vais faire mon argent. Le deuxième contexte, c'est que le Covid a aussi impacté la crise économique, pas encore de crise économique, mais on va dire a impacté l'économie. Et en impactant l'économie, on le voit aujourd'hui, je crois qu'on est à 2,9% de taux d'inflation, le dernier relevé en novembre. Il y a une deuxième problématique, c'est comment est-ce que, en dehors d'investir, comment est-ce que je conserve mon épargne et j'ai vraiment une activité de réserve de valeur en banque, parce que c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est quand même compliqué à
à imaginer l'idée de se dire qu'on va tout simplement conserver des euros et qu'en fait, tous les jours, il y a des millions, des milliards d'euros qui sont réimprimés et on a la même valeur en banque alors qu'il y en a 10 fois plus. Donc c'est un concept qui est assez compliqué à comprendre, qui est lié aussi avec énormément de mécanismes. Mais ces deux arguments-là font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'engouement sur les crypto-monnaies, parce qu'il y a aussi une prise de risque qui est un peu plus poussée de la part de ces utilisateurs, de la part des particuliers. Et la troisième chose, c'est qu'on a quand même vu énormément de grosses sociétés rentrer sur le marché, qui a légitimé le marché aussi grâce à la réglementation et la régulation qu'on a eue. Donc ce qui fait que toutes les questions qu'on a, c'est des questions de novices, de néophytes qui rentrent aujourd'hui sur les plateformes, qui arrivent et qui nous demandent voilà, quand est-ce que je peux investir dans les crypto-monnaies, comment est-ce que je peux investir dans les crypto-monnaies, quel actif choisir. Et toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont légitimes à se poser, parce que justement, à l'inverse aussi, on pourrait foncer tête baissée, on m'a dit que et j'investis dedans. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir cerner les besoins du client, parce qu'on n'est pas censé, on va dire, orienter une personne sur une crypto-monnaie de la même manière qu'une personne qui veut prendre 100% de risque et qui voit ça comme du gambling. Il y a vraiment les deux visions. C'est soit on a une vision qui est c'est un petit jeu et je vais investir peut-être 100 euros et je verrai ce que ça donne dans 2-3 ans, ou même dans 6 mois, où on a vraiment une approche de diversification de portefeuille dans l'ensemble, et c'est ce qu'on dit régulièrement, on n'est pas là pour conseiller 100% de son portefeuille exposé en crypto-monnaie, parce que c'est quand même, on le rappelle, un actif qui est quand même suffisamment volatile et qui comporte des risques, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une vision d'ensemble sur son portefeuille et de se dire, j'ai des investissements, j'ai de la pierre, j'ai de l'assurance vie, j'ai des actions. Comment est-ce que je peux essayer de dynamiser un petit peu le portefeuille? Et aujourd'hui, l'actif financier que sont les crypto-monnaies sont un actif qui, en termes de ratio risque, est quand même relativement élevé par rapport à ce qu'on connaît. C'est quoi le profil de vos investisseurs? Alors, on a vraiment de tout. Nous, du coup, comme l'expliquait Thibaut, on a vraiment un profil de... On a vocation à viser des personnes qui sont néophytes. Donc forcément, c'est des personnes qui n'ont pas forcément, qui n'ont jamais peut-être investi dans la crypto-monnaie, ou qui n'ont peut-être jamais investi dans des actions, et qui commencent à se poser des questions sur comment est-ce que je peux investir. Et aujourd'hui, la vraie force de la crypto-monnaie, c'est que c'est quelque chose qui est relativement accessible. Et c'est l'émergence aussi, c'est un peu l'évolution du web 1, 2, 3, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations, on est capable de faire beaucoup plus de choses de manière digitale, sans forcément avoir les contraintes de se rendre chez un banquier ou de faire des rendez-vous physiques. On a un accès à l'information qui est un peu plus poussé. Ce qui fait que ces personnes-là commencent à se renseigner un petit peu sur Internet, avec des personnes aussi qui sont tout simplement influentes sur le domaine. On a des médias aussi qui sont de plus en plus spécialisés. Donc on a la possibilité, on va dire, de s'orienter vers de plus en plus de sources d'informations pour commencer à investir. Et de l'autre côté, on a vraiment je pense que ça, c'est notamment depuis Tesla et leur entrée justement dans le Bitcoin, comme des placements de trésorerie. C'est qu'on a vraiment un enjeu de se dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui investissent, mais qui investissent à la fois par des placements, donc des placements de trésorerie, parce que en fait, au quotidien, les sociétés, elles se battent pour avoir on va dire des taux de rendement ou avec le Forex ou le change de devise, d'être entre moins 1% ou 1%. Mais ils se rendent compte qu'il y a peut-être une autre devise, ça c'est un autre débat, devise ou pas sur la crypto-monnaie, mais il y a peut-être une autre devise qui nous permet aussi de contrer cette inflation, de faire des placements un peu plus rentables, tout en gardant justement une cohérence dans l'investissement. Donc on a également de plus en plus de sociétés qui font du placement de trésorerie. Et de l'autre côté, on a, je dirais, deux typologies de clients. Soit des clients particuliers qui viennent pour tout simplement l'aspect technologique et l'aspect peut-être plus de réserve de valeur, parce qu'il y a de moins en moins de confiance dans les établissements bancaires et financiers. Et de l'autre côté, on a vraiment ce profil plutôt de spéculatif, de la personne qui vient vraiment acheter de la crypto-monnaie pour faire du rendement, et dans une stratégie établie ou non. C'est absolument passionnant, cet aspect-là des choses. En fait, j'ai un peu le sentiment que l'émergence de ces cryptos fait qu'il y a tout un pan de la population, un profil d'investisseur qui passe directement du fonds euro à la crypto. En fait, il y a tout un tas de plutôt jeunes acteurs économiques aujourd'hui qui n'auront jamais détenu d'actions, qui n'auront jamais détenu d'obligations et qui quasiment sont passés du livret A à la crypto. Probablement d'ailleurs, le frein de la connaissance que les Français peuvent avoir de l'univers financier vient de l'existence des fonds euros, qui étaient là des réserves de valeur extrêmement sécurisées, mais finalement jusqu'à la baisse des taux assez rentables.
Une fois qu'on avait les fonds euros, c'était peut-être dommage d'aller prendre des risques sur des marchés financiers, alors qu'on avait des outils qui, jusqu'à il y a quelques années, étaient capables de nous servir 4-5% de rendement avec une garantie en capital et finalement assez peu de risques. Donc ça, c'est le cas des gens de ma génération, hein, et puis de nos aînés qui ont quand même investi dans ces fonds euros l'essentiel de leurs économies. Et puis, les plus jeunes se tournent très volontiers vers ces crypto-actifs sans, encore une fois, jamais être passés par ces phases intermédiaires, obligations ou actions. C'est un peu votre sentiment ? Complètement, et on le voit de plus en plus. Après, je pense que on va dire ce support d'investissement est beaucoup plus adapté aux précédentes, enfin pas aux précédentes, mais justement aux prochaines générations, dans le sens où on a une facilité d'accessibilité à ce genre de plateforme. Aujourd'hui, on se rend compte que toutes les fintechs, elles sont en train de digitaliser justement le monde des actions, le monde financier traditionnel. En fait, par essence, le monde des crypto-monnaies est déjà digital. Donc par défaut, les personnes qui sont déjà à même à utiliser la technologie et les applications, au moment du développement de ces crypto-monnaies, on a dû d'ores et déjà utiliser cette technologie pour Ouais, c'est ça. En fait, c'est une évolution générationnelle finalement, hein, qu'on constate. C'est que aujourd'hui, nos aînés ont été habitués à une certaine manipulation de la monnaie. Les jeunes générations manipulent la valeur d'une autre manière, et finalement, toute cette façon d'utiliser la monnaie via les crypto-monnaies sont des outils qui sont naturellement ancrés dans la façon de fonctionner des jeunes générations. Donc demain, l'idée d'utiliser une monnaie qui soit totalement dématérialisée, qu'on s'échange en ligne de particulier à particulier, c'est pas quelque chose qui va froisser la façon de penser en fait de ces jeunes générations, puisqu'ils ont grandi avec ça, ils se sont éduqués en fait avec ces mécanismes. Donc finalement, c'est assez naturel pour eux d'aller plus facilement vers ces actifs-là plutôt que d'aller vers des actifs traditionnels, parce que on n'a pas une grande éducation financière non plus, donc on comprend beaucoup plus facilement le monde de la crypto que le monde de la finance traditionnelle. Non, et surtout que en fait, dans l'ère du temps, il y a énormément de choses qui sont globalisées, internationalisées, mais en fait, on se rend compte que la monnaie, elle n'a jamais vraiment suivi cette trend. On est vraiment aujourd'hui sur... on avait encore le monde archaïque d'avoir des monnaies locales. La vraie force de tout ça, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde on est contextualisé, on va dire, dans le monde occidental, mais il y a aussi énormément de personnes qui sont dans des régions un peu plus reculées pour lesquelles on n'a pas cet aspect spéculatif et cet aspect d'investissement comme ce qu'on a aujourd'hui et de ce qu'on parle, mais il y a aussi cet aspect comment est-ce qu'on est capable de s'échanger de la valeur et d'avoir une certaine réserve de valeur. C'est les cas du Salvador ou du Venezuela avec des monnaies hyper inflationnistes où il y a un vrai cas d'usage en dehors de cette partie investissement. En fait, ce qui est passionnant et ce qui rejoint Benoît qu'on recevait la semaine dernière, c'est de dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous décrire là tous, c'est effectivement un véritable changement sociétal, quelque chose qui est complètement irréversible, et ce qui est absolument passionnant, c'est que la monnaie est en train de devenir globale. Et effectivement, la monnaie avant, c'était frappé par une banque centrale et c'était le pouvoir régalien d'un État de pouvoir émettre sa propre monnaie qui avait cours légal. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire là, et qui est absolument passionnant, c'est de dire demain, probablement, on va avoir un système de valeurs transverse qui va être international et qui va permettre en fait d'avoir une vision globale de la monnaie. Ça fait un peu penser à l'or en fait. Alors ça fait penser à l'or, ça me fait aussi également penser à, je crois que c'était Hayek qui avait justement émis une théorie sur les monnaies privées. Et c'est aussi l'idée de se dire il y a forcément du public et du privé dans toute industrie. Et Hayek Hayek, c'est un économiste de l'école autrichienne, si je ne dis pas de bêtises, qui justement avait mis en avant l'idée d'avoir une compétition des monnaies dans le monde entier. Et en fait, tout simplement comme la compétition des sociétés qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours, en fait, il y aurait une monnaie qui prendrait le dessus sur les autres, mais ça serait la monnaie choisie par justement le marché. Et donc là, en fait, on n'est plus sur ces fonctions régaliennes, mais c'était l'idée de se dire que avant même que la crypto-monnaie existe, il y avait déjà une théorie autour de cette monnaie privée, cette concurrence. Et donc, pour rejoindre ce monde globalisé, cette monnaie globalisée, c'est peut-être l'idée de se dire qu'aujourd'hui, il existe des milliers de crypto-monnaies. Il y aura sûrement pas toutes qui vont continuer à exister parce que chaque crypto-monnaie a un projet différent. Et donc, c'est un peu comme une société sur laquelle on a peut-être des promesses qui sont très bien et qui pourraient être mises en place dans 2, 3, 4 ans. Mais il y a aussi des time to market, il y a aussi des cas d'usage qui doivent être répondus. Et donc, c'est peut-être l'idée de se dire que d'ici 2, 3 ans, il y a peut-être une crypto-monnaie qui sera utilisée pour faire des échanges, une crypto-monnaie qui sera utilisée pour, je sais pas, pour faire de l'engagement auprès des fan tokens dans le sport. On a une crypto-monnaie qui pourrait être utilisée uniquement pour faire des transferts rapides. On a une multitude de cas d'usage qui pourraient se déployer autour de ces monnaies. Thibaut, pour
prendre par la main pour amener ces internautes sur des plateformes comme Descoin ou Just Mining? Concrètement, quels sont les outils pour se faire connaître, pour les aider, pour les accompagner? Aujourd'hui, on a une chance, hein, si on a des auditeurs qui sont dans ce cadre-là, qui s'intéressent et qui n'ont jamais franchi le pas, c'est que il y a beaucoup de contenu qui est disponible gratuitement en ligne. On a beaucoup de créateurs de contenu, Owen forcément qu'on connaît bien, qui a fait un gros travail de démocratisation, qui a été suivi par beaucoup de monde. Et aujourd'hui, voilà, on a des médias francophones qui font un travail pédagogique incroyable. On a des gens sur YouTube, on a des gens vraiment partout qui font un gros travail sur la pédagogie. Nous, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, finalement, c'est de la pédagogie qui va permettre de donner des outils à des gens pour appréhender les risques de ce marché correctement. Donc ça, c'est la première étape. Et il y a une deuxième étape que je voulais aborder avec toi aussi, Julien, c'est l'aspect réglementaire aussi. Aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui existe pour les crypto-monnaies, qui est encore jeune, qui va être amené forcément à évoluer, mais qui a le mérite d'être un premier cadre et qui permet aussi aux utilisateurs de se repérer, en fait. Aujourd'hui, si vous voulez vendre des crypto-monnaies en France, ou si vous voulez exercer sur ce monde-là, vous devez détenir un matricule, un enregistrement qu'on appelle le PSAN, prestataire de services sur les actifs numériques, qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, donc le gendarme financier. Et grâce à ça, ça va permettre aussi de faire un premier filtrage de tous les prestataires que vous allez pouvoir avoir en face de vous et de mesurer un petit peu le sérieux. Alors, le PSAN n'est pas forcément... ne vous élimine pas tous les risques, mais il permet de faire un premier filtre. Et ce que je voulais aborder avec toi, Julien, c'est aujourd'hui, le PSAN et cette réglementation, qu'est-ce que ça implique pour toi? Ouais, il nous reste 1 minute. Alors, en 1 minute, ça implique énormément de choses, surtout sur des procédures internes. Donc, c'est énormément de changements, notamment sur la lutte anti-blanchiment d'argent, des choses comme ça. Mais c'est aussi un vrai gage de confiance par rapport aux utilisateurs qui souhaitent se rapprocher d'instituts de confiance pour tout simplement investir avec une facturation française, avec du support français. Et également, justement, c'est un gage de confiance vis-à-vis des services qu'on développe, qui sont aussi... On est quand même dans un milieu qui est assez propre aux arnaques ou aux scams, parce que c'est un milieu qui est nouveau. Ça permet vraiment de légiférer et justement d'améliorer et d'accompagner les premiers investissements tout sereinement. Bon, donc il faut que cette réglementation nous accompagne, mais qu'elle ne dénature pas cet esprit de révolutionnaire et décentralisation autour de la monnaie. En conclusion de cette émission, merci beaucoup Julien, d'avoir accepté d'être le second invité de Parlons Crypto. Merci pour ta confiance, désolé pour ce lapsus. J'espère que nous aurons l'occasion de revoir bientôt. Merci Thibaut de nous accompagner, de ton éclairage sur ces sujets passionnants et de m'aider émission après émission à préparer, structurer ces émissions, interroger nos invités. Nous nous retrouvons tous les deux la semaine prochaine avec grand plaisir. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer le monde.